Listen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette table ronde qui nous rappelle un autre slogan, hein. On est d'accord? Make Europe compete again. Alors on va voir, on va essayer de vous voir, les autres intervenants. Face aux géants mondiaux, l'Europe s'efforce de défendre sa souveraineté logistique et industrielle. On va voir ensemble quels points forts on peut mettre en évidence, quelles faiblesses doivent être surmontées et comment la logistique, c'est quand même notre sujet, comment la logistique peut devenir un moteur de la compétitivité européenne. Mais je vais demander en priorité à mes invités de se saisir des micros. Je préfère que vous présentiez, qu'ils se présentent eux-mêmes. Comme souvent, ils ont plusieurs casquettes. Ça leur permet de dire un peu qui ils sont. Je vais commencer avec Yann de Feraudy. C'est injuste. Juste à côté de moi. Yann, je vous laisse vous présenter. Mettez bien les micros sur le menton. Comme ça. Voilà. Bon élève, Yann. Voilà. Donc, moi, je suis Yann de Feraudy. Je suis le coprésident de France Supply Chain, que les plus vieux d'entre vous connaissent sûrement sous le vocable d'ASLOG. Voilà, j'ai passé toute ma vie professionnelle dans les opérations et les systèmes d'information. Et donc, je suis aujourd'hui aussi vice-président de la European Logistics Association. Et j'ai des responsabilités d'administrateur indépendant pour le groupe FM Logistique. Merci beaucoup. Stéphanie Vargas pour TLF. Bonjour tout le monde, je suis Stéphanie Vargas, déléguée aux affaires européennes de l'Union TLF, fédération qui regroupe tous les acteurs. Vous m'entendez là? Oui. On vous entend très bien, c'est parce que nous, on n'a pas de retour de son sur scène, mais on vous entend très bien. Et l'Union TLF qui fédère tous les acteurs tout le long de la chaîne des valeurs du transport, que ce soit à l'intérieur de la France ou à l'international. Et donc tous les acteurs du transport routier, commissionnaires des transports maritimes, aériens, et ceux aussi en lien avec les reports modaux, donc les ferroviaires, les fluviales, et aussi l'entreposage, clé dans la logistique, et les représentants enregistrés en douane. Donc vraiment toute la chaîne, 2000 entreprises qui représentent à peu près un tiers des salariés de notre secteur en France. Merci beaucoup Isabelle Maître. Expliquez-nous ce que vous faites à Bruxelles pour la Fédération nationale des transports routiers. Merci, bonjour à tous. Donc oui, Isabelle Maître, je suis en permanence à Bruxelles. En fait, c'était déjà au siècle dernier, en 1998, que la FNTR a décidé d'avoir un bureau permanent à Bruxelles parce qu'on a environ 80% de notre législation qui vient de Bruxelles, enfin qui est européenne. Après, forcément adoptée par chaque État, mais l'origine de notre législation, on est aussi sur le domaine public, donc il faut assurer sûreté, sécurité, et c'est un élément important. Donc on voulait être en présence en permanence, et je voulais juste signaler que depuis 7 ans, notre bureau de la FNTR, donc la Fédération française du transport routier, nous on est uniquement transporteurs routiers, est associé à la Fédération allemande, à la Fédération sœur allemande, à la Fédération des pays nordiques, et aussi plus récemment, depuis l'année dernière, aussi avec les Netherlands, les Pays-Bas. Voilà, j'avais préparé en anglais, mais bon, c'est pas grave. Et juste un chiffre que je voudrais donner aussi, c'est que le transport routier en Europe, c'est à 80% aussi qu'il transporte des marchandises partout en Europe. On a besoin à 80% du transport routier. Et chaque jour, il y a des centaines de milliers de conducteurs professionnels qui sont sur les routes et qui vont livrer dans les temps, in time, just in time, des marchandises dans les supermarchés, dans les usines, pour les pharmacies, pour les hôpitaux. On est vraiment indispensable. Et c'est l'élément qu'on veut vraiment toujours souligner. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À côté, Cédric Virsiglio, directeur des relations internationales européennes et de la prospective pour Aropaport. Est-ce que, Cédric, vous pouvez nous expliquer d'abord ce que fait exactement Aropaport et ce que vous faites, vous, derrière ce titre? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Aropaport, c'est le premier port de France, donc créé le 1er juin 2021 par la fusion des autorités portuaires du Havre, de Rouen et de Paris, et qui forme de facto le grand port fluvio-maritime de l'Axe Seine.
qui est un peu un ovni dans le paysage français aujourd'hui, parce qu'on est la seule autorité portuaire à gérer à la fois du fleuve et du maritime. Donc au niveau des chiffres, très rapidement, pour l'année dernière, qui était une bonne année, on a battu notre record sur les conteneurs avec 3,2 millions de conteneurs pour Aropaport et un volume maritime et fluvial de plus de 110 millions de tonnes. Aropaport est aussi le seul port français qui a un bureau de représentation permanent à Bruxelles. Donc, comme l'a très bien dit ma collègue de la FNTR, c'est très important d'y être pour faire passer les messages et faire vivre les positions françaises auprès de l'Union européenne. Et je suis également le vice-président de l'ESPO, qui est la Fédération européenne des ports maritimes. Merci beaucoup. Alors, la première question, je vous la pose à toutes et à tous, et je préviens Yann qui sera le premier à répondre, Yann de Feraudy. Mais oui, il ne fallait pas se mettre à côté de la maîtresse, Yann. Non, répondra qui veut, vous intervenez, vous le savez, je vous l'ai dit en préparation, quand vous voulez, à tout moment. Et bien sûr, dans le public, qu'on vous donnera la parole assez rapidement pour que vous puissiez vous poser vos questions ou peut-être amener aussi une expertise sur le sujet. Ça se fait avec vous, cette table ronde. La première question, c'est quel point fort peut-on mettre en évidence, côté européen, côté souveraineté logistique et industrielle? D'abord, est-ce qu'on a des points forts? Ou est-ce qu'on a des points d'effort? Alors, mais je pensais que vous aviez d'autres questions après sur les points faibles. Je crois que j'ai vu ça, donc on va d'abord commencer par les points forts. Commence par les points forts. Moi, j'avais une première remarque, et on a terminé par Aropaport, mais on a quand même des infrastructures dignes de ce nom. On a des grands ports, Rotterdam, Anvers, Le Havre, enfin Aropaport maintenant. Bon. Et un sujet un petit peu plus polémique, on a quand même des réglementations. On a quand même la CSRD qui nous a été totalement copiée par la Chine. Même si ça n'a pas été un franc succès d'implémentation, je pense que c'est même un échec de change management, mais le fond me paraît être extrêmement puissant pour l'Europe. Le troisième point fort que je mettrai en évidence, c'est les jumeaux numériques. On a une technologie qui est forte. J'étais à Las Vegas au mois de janvier pour le CES et il y avait une présentation d'un partenariat extrêmement fort entre Siemens et Nvidia. Et Siemens, c'est des moteurs en fait. Bien sûr, c'est la grande entreprise multiséculaire industrielle, mais c'est aussi une entreprise qui a la technologie du jumeau numérique et qui a des softwares pour fabriquer des jumeaux numériques d'usine, voire d'objets, voire de vaisseaux et de transporteurs de marchandises. Et le dernier, je m'arrêterai là, c'est qu'on a aussi de super prestataires logistiques. On a Geodis. Alors, on ne nomme pas Kuehne+Nagel parce qu'ils sont suisses quand même, mais malgré tout, ils sont quand même en Europe. On a DSV, on a ID Logistique, on a FM Logistique, je les cite en dernier parce que j'ai un devoir de réserve ici. Merci. Merci beaucoup. Je vous présenterai notre intervenant après, mais il parle parfaitement français, figurez-vous. Voilà. Je propose qu'on termine d'abord de répondre à la question avant de vous présenter Paul Orangoni. Qui y va? Stéphanie Vargas. Alors, qu'est-ce que seraient nos points forts? Peut-être autres, ou alors rebondir sur ce qu'a dit Yann de Feraudy. Tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de points d'amélioration et on reviendra là-dessus. Mais quand on parle de souveraineté de l'Europe, de la résilience, on parle souvent de l'industrie et de renforcer cette industrie, de toutes les initiatives qui vont avec et de tous les fonds qui ont été mis en place. Donc, de la disponibilité, finalement, on a un marché qui a un pouvoir acquisitif assez fort, assez élevé, avec des institutions qui peuvent investir au niveau européen sur des projets, grands projets qui ont créé des infrastructures qui existent aujourd'hui. Sauf que quand on parle de ça, on oublie qu'il y a un grand maillon qui définit aussi la souveraineté et la force que l'Europe peut avoir dans le marché européen et mondial. C'est les mouvements et les stockages de ces marchandises. Et c'est ça la logistique. Et ce sont ces prestataires qui sont prêts toujours à être flexibles, à être capables de répondre aux exigences des chargeurs, que ce soit des options décarbonées de plus en plus rapides et qui vont répondre clairement aux besoins des chargeurs de la meilleure façon possible pour que à la fois les industriels reçoivent leur partie pour des pièces d'aéronefs ou qu'ils puissent
vraiment exporter leurs produits, ou à la fois que, comme c'était évoqué par Isabelle, que les produits puissent arriver à la porte des consommateurs. Tout ça, ce sont des entreprises européennes capables de répondre à ces besoins. Et c'est vraiment un puits à exploiter. Et donc, du coup, c'est une vraie force. C'est une vraie force, toutes ces entreprises européennes dans les secteurs. Isabelle Maître, on va avec vous sur le transport routier. Il y a une intégration importante au niveau réglementaire. Est-ce qu'il y a des points de force dans ces réglementations? Absolument. Isabelle, vous voulez bien mettre le micro sur le menton? Voilà, merci. Oui, absolument. En tout cas, pour nous, ce qui était important, je vais peut-être parler pour le coup des aspects sociaux et qui ont été très importants pour nous depuis 2014, où a commencé les travaux sur un paquet mobilité qui a été vraiment au centre de toute notre énergie et qui a été donné aussi, pas seulement avec la FNTER, mais c'est là où on s'est associé aux autres. À Bruxelles, on ne peut pas travailler seul. On va toujours écouter la France, c'est clair, mais si elle est associée aux Allemands notamment, ça c'est toujours le grand centre français-allemand, mais aussi avec les Nordiques, on a beaucoup travaillé sur une Europe plus sociale en demandant plus d'Europe. Nous, on ne demande pas moins d'Europe, on veut plus d'Europe pour jouer à armes égales. Ça a été tout l'enjeu d'arriver à une série de mesures européennes pour l'accès au marché, mais aussi les aspects sociaux. On défend également des conditions de travail pour les conducteurs qui soient bonnes. On a tellement entendu aussi des reportages et autres sur des conditions minables parfois par certaines entreprises, hein, pas chez nous, mais ailleurs. Et donc, c'est très important pour nous d'avoir travaillé sur ce point-là. Et je voudrais citer, pour terminer sur le paquet mobilité, un exemple. C'est vraiment la FNTER qui a beaucoup poussé pour la professionnalisation de ce qu'on appelle les VUL, donc les véhicules utilitaires légers. Il y avait un vide juridique total dans ce domaine-là, avec beaucoup de problèmes de sûreté, sécurité aussi, des petits véhicules qui roulaient pas d'heure et qui étaient surchargés. Donc on est arrivé dans le paquet mobilité à avoir une professionnalisation des VUL. Donc maintenant, il faut, à partir du 1er juillet qui vient, donc ça c'est un élément qui va se déclencher très bientôt, avoir un chronotachygraphe dans les VUL qui travaillent à l'international. Donc ça c'est une des fiertés de la FNTER d'avoir réussi ce point-là. Merci beaucoup. Cédric Virsiglio pour Aropaport, quels sont les points forts que vous voyez, vous, en Europe? Quelque chose qu'on n'a pas cité pour l'instant, mais si on regarde le monde du shipping aujourd'hui, on a quand même les 4 plus grandes entreprises de shipping qui sont européennes. Bon, j'inclus, pareil, MSC qui est suisse, mais reste européen. Et par extension, leur filiale terminalistique qui investit massivement dans les ports français. Ces 3 dernières années, si on prend la filiale de MSC, et Terminal Links, le terminal de GMP au Havre, c'est 1 milliard et 300 millions d'euros qui ont été investis pour augmenter les capacités de traitement des conteneurs, créer des nouveaux hubs de transbordement. Et donc ça nous permet d'avoir des outils pertinents pour traiter ce volume de marchandises et après travailler aussi sur l'Interland avec du camion, avec de la barge, avec du rail pour irriguer l'ensemble de l'Union européenne. Donc je pense que nous avons de vrais atouts. Le sujet, c'est comment, avec des armes européennes, on arrive aussi à se battre au niveau international. Parce que, par définition, le transport joue sur l'international. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'OMI. Donc on parle notamment du Net Zero Framework, et on y arrivera parce qu'en contrepartie, il y a l'ETS maritime qui va rajouter qui rajoute un coût supplémentaire pour certains ports et compagnies maritimes européennes, qui peut fausser un petit peu les cartes. Et c'est ce à quoi nous devons faire attention à Bruxelles quand on porte les intérêts logistiques européens, c'est de faire en sorte qu'on joue avec les mêmes règles dans l'Union européenne, mais surtout vis-à-vis du reste du monde. Merci beaucoup. Et alors, je vais laisser donc Paolo Rangoni se présenter à vous et puis répondre et conclure, je ne sais pas, mais sur cette question, voilà, des forces que nous avons en Europe du point de vue logistique. Mais d'abord, Paolo, je vous laisse vous présenter tel que vous l'entendez. Oui, bon, avant tout, je demande pardon d'être arrivé en retard. Paolo Rangoni, directeur logistique de Coop Alleanza. Coop Alleanza, c'est un distributeur de produits alimentaires, donc un retailer qui travaille seulement sur l'Italie. Mais évidemment, nous avons les mêmes problématiques au point force que toutes les entreprises qui travaillent sur le marché européen. Je pense que l'Europe a le point fort qui est le plus gros marché de consommation du monde, peut-être soit en valeur, mais aussi en qualité des produits, mais qui a beaucoup de problèmes, soit logistiques aussi, en termes de avoir des conséquences immédiates
sur sa performance par des problématiques qui sont gérées à l'extérieur. Donc on voit aujourd'hui avec le prix du gasoil, du diesel qui est arrivé à des valeurs très élevées, nous avons un marché qui est très réglé, mais quelquefois nous on donne l'opportunité à beaucoup d'entreprises qui n'ont pas les mêmes règles, qui travaillent, qui produisent à l'extérieur du marché européen, de bénéficier d'un marché qui est très puissant, qui est très grand. Donc, à mon avis, quelque chose qu'il faudrait essayer de... On a des valeurs. C'est très important que l'Europe reste un marché qui respecte des valeurs et qui impose des valeurs. Mais pour faire que ça devienne une limitation pour les entreprises européennes, c'est que les autres qui vont utiliser les mêmes marchés vont appliquer les mêmes règles. Donc, ils ont les mêmes limitations, mais les mêmes respectent les mêmes valeurs pour accéder au marché européen. Sinon, ça risque de devenir, comme le Green Deal, quelque chose qui donne aux entreprises européennes plutôt en difficulté qu'une opportunité. Alors justement, on va passer... On va jouer à un jeu, ça s'appelle force ou faiblesse. D'accord ? On va faire voter le public d'abord, ok ? Le zéro émission de l'Europe, force ou faiblesse ? Si vous pensez que c'est une force, levez la main. Si vous pensez que c'est une faiblesse, levez la main. Il y en a, ils ne savent pas. Il y en a qui n'ont pas du tout levé la main. Alors, le zéro émission de l'Europe, force ou faiblesse ? Qui veut répondre ? Yann se lance, Yann de Ferrodi. Allez. On va pas faire toujours dans le même sens, hein, j'en sais rien. Non, mais ça va réagir là-bas. Elles arrivent, elles sont polies. Moi, je pense que le zéro émission, en fait, il y a une caractéristique de l'Europe qui est que c'est généralement très bon en vision, très long en vision, et c'est assez médiocre en exécution. D'accord ? Donc on a toujours des soucis à mettre en œuvre les choses. On pourra y revenir quand on va parler des aspects plutôt réglementaires. Mais moi, je pense que c'est une énorme opportunité à saisir maintenant pour garder une industrie du poids lourd électrique. On a une industrie automobile qui souffre énormément et qui va continuer à souffrir d'une concurrence incroyable de la Chine. Et ça, c'est valable au niveau européen. Hein. Je ne parle pas que des Français, etc. Hein. BMW, Volkswagen, c'est pareil. Ou Fiat et Stellantis. Mais bon, c'est pareil. Hein. Et puis, il y a quand même de vraies opportunités pour garder une industrie à ce niveau-là, avec de très beaux véhicules électriques qui sont en train de sortir chez Iveco, chez Daimler-Benz, chez Renault Trucks. Et il y a quand même vraiment aujourd'hui des solutions qui sont abordables pour être en plus compétitives au prix du diesel d'avant la crise iranienne. Donc je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir là-dessus. Ensuite, il faut aussi, là aussi, renforcer et se protéger de la concurrence extra-européenne. Et bien renforcer nos règles. Et je sais que à ma gauche, aussi bien la FNTR que TLF, ils travaillent. Et c'est très important qu'on travaille là-dessus, sur ces sujets, pour nous protéger et faire de cela un atout, en fait. Alors, qui veut réagir sur ces paroles ? C'est parti, Isabelle Maître. Merci. Oui, bah, effectivement, cet objectif zéro émission 2050, OK. Nos transporteurs sont aussi des parents, des grands-parents, donc ils sont quand même persuadés aussi que c'est important. Après, c'est trop ambitieux. Enfin, les objectifs qui ont été fixés pour des camions, ça ne peut pas être la même chose que pour des voitures. Et 90% des camions sont toujours au gazole en Europe. Oui, absolument. Alors pourquoi ? Il faut un peu expliquer aussi, voir la situation. Il y a quand même beaucoup de PME. La plupart de nos entreprises, c'est à plus de 90%, ce sont des PME. Et ces PME, elles sont quand même face à beaucoup d'incertitudes avec ces objectifs très ambitieux. C'est pas qu'elles veulent pas, mais c'est qu'elles peuvent pas se lancer, non plus n'ont pas forcément les reins assez solides pour se lancer si vite. Je vais citer deux chiffres. Pour pouvoir se développer et lancer ces camions électriques sur les routes, il faut aussi avoir l'assurance, surtout sur des longues distances, qu'elles puissent tenir les distances et qu'elles puissent livrer les marchandises et que les clients soient contents. Actuellement, partout en Europe, il y a 2000 possibilités de recharge électrique. 2000. L'objectif pour 2030, dans 3 ans et demi, c'est 20 000. Vous imaginez le gap
En fait, comment peut-on se lancer Dans 4 ans, donc. Oui, même pas, oui, c'est ça. Oui, presque, oui, c'est ça. 20 000. Donc, il y a vraiment un souci. Donc, ça c'est le lien avec le règlement européen AFIR, Alternative Fuel Infrastructure. Et ce règlement va être révisé bientôt. D'ici la fin de l'année. Et nous avons, vraiment appelé depuis quelques années les autorités européennes à plus de réalité, de plus de réalisme sur cette question-là. Et ce qui est très intéressant, c'est la semaine dernière, j'étais invitée avec d'autres collègues, bien sûr, à l'événement annuel de TNE, c'est Transport et Environnement. Et ils avaient comme invité Magda Kopczynska. Magda Kopczynska, c'est la DG, la directrice générale de la DG Move, qui a vraiment une autorité importante et qui, pour la première fois, a compris qu'il y avait un gap pour les poids lourds. Donc ça, c'est un point, ça enfin une reconnaissance que ce n'est pas si évident pour nous. Ce n'est pas que les transporteurs ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne peuvent pas et qu'il y a trop d'incertitudes. Je pourrais citer après d'autres, mais je ne vais pas prendre trop longtemps. Pourquoi ça vous fait rire, Cédric Versiglio? On a la même chose sur les branchements des navires à quai, en fait, dans les ports. Et c'est ce que disait Yann, en fait, c'est qu'en termes de planification, on est plutôt bon côté Union européenne. Et après, on fait quelques détours qui font perdre du temps à tout le monde. Et au final, lors des deadlines, on n'est pas là parce que tout simplement, soit on n'a pas la technologie, soit on n'a pas le réseau électrique. Voilà, pour illustrer un petit peu sur le branchement électrique des bateaux, de dire on va mettre une grosse prise pour brancher les bateaux lorsqu'ils sont à quai pour éviter les émissions, ça a l'air assez facile. Et grosso modo, techniquement, il ne s'agit pas d'envoyer une fusée sur la Lune. C'est effectivement pas très compliqué. La seule chose, c'est que le grid électrique derrière, donc le réseau, doit être suffisamment dimensionné pour pouvoir brancher ces bateaux. Un bateau de croisière qu'on branche, c'est 10 MW. Donc au Havre, on peut en mettre jusqu'à 3 en même temps, ça fait 30. Si on additionne toute la partie conteneur, on rajoute facilement 100 MW de puissance électrique sur le réseau. Voilà. Faut que ça tienne sans couper l'électricité aux habitants du Havre, de Rouen ou d'ailleurs. Donc souvent, ces aspects techniques-là ne sont pas forcément bien anticipés, dimensionnés, et on arrive à des situations où on se rend compte, mais quand même trop tardivement, que finalement on a mis une deadline un peu trop courte. Donc ça, c'est une vraie problématique, parce qu'encore une fois, je pense qu'en termes de souveraineté, et si on pense à plus loin, et si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même la voie à suivre. Et même en termes de revenus pour les ports, aujourd'hui à Europa Port, c'est encore 50% de pétrole, de produits carbonés. Donc les recettes d'un port, c'est assez facile, hein. Il y a les droits de port, navires, marchandises, le foncier. Aujourd'hui, la rente pétrolière, c'est ce qui fait encore une grosse partie de nos revenus. Si demain on veut être prêt pour des carburants alternatifs sur de l'électrification ou autre, il faut y commencer maintenant, garder une certaine ligne de conduite pour éviter d'avoir changé de stratégie tous les 3 ans. C'est aussi ce qui nous a manqué peut-être aussi, c'est ces allers-retours entre un peu plus de neutralité carbone ou un petit retour en arrière sur la mise en œuvre. Stéphanie Vargas. Justement, si je répondis sur la question, est-ce que l'électrification, c'est une faiblesse ou une force? Je rejoins justement Cédric pour dire c'est une faiblesse si on le prend comme la seule solution. En fait, les mix énergétiques, c'est la réponse et c'est là où la force de l'Europe et la force du secteur peut se construire. Et quand on a un objectif d'électrification uniquement, ce n'est pas du tout adapté à la réalité du terrain, que ce soit des transporteurs routiers et pour une offre de camions qui n'est pas suffisamment développée pour transporter des charges très importantes sur des longs trajets. Et aussi, un gros souci, c'est les côtés visibilité. C'est une vraie demande de TLF. Si on change les règles toutes les 4 matins, les trajectoires se multiplient en Europe, en France et ailleurs, une entreprise, une PME ou une grande entreprise par ailleurs, a du mal à se projeter. Et donc, du coup, ça devient une vraie faiblesse. Alors, public, l'empilement des réglementations, c'est une faiblesse ou bientôt une force? Si c'est une faiblesse, levez la main. Si c'est bientôt une force, levez la main. Ah, ok. Paolo Rangoni, c'est une faiblesse, comme le pense la majorité du public, ou bientôt une force, comme le pense monsieur? Alors, je suis d'accord avec lui que c'est une force, mais c'est une force avec la même question qu'on a déjà dit en termes de vision et en termes de planification. Donc, avoir une vision d'une législation qui est cohérente avec les valeurs qu'on veut imposer, qu'on veut avoir sur les marchés, c'est une force. La planification d'une réglementation qui va être mise en place, c'est une force. L'application, c'est une faiblesse.
Si on fait l'exemple de l'EUDR, de la déforestation, des règles de déforestation européenne, l'idée, c'était correct, mais l'application, horrible. Parce qu'on a défini quelque chose qui est impossible à mettre en place. On a déplacé le date 3 fois. De cette façon, tout le monde y a travaillé, des légal, des software producers, etc., sans rien obtenir. Donc, l'idée est un point de force, l'application, c'est une faiblesse. Oui, Yann de Feraudy. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'on a de temps en temps, on a vu ça plusieurs fois se faire, c'est-à-dire qu'on décide d'abord et ensuite on fait les analyses d'impact. Ça a été vrai pour plus de véhicules d'énergie carbonée en 2035. Enfin bon, on est sur des trucs où on y va quand même très fort. Et puis, deuxième chose, il y a l'implémentation. Moi, j'ai été extrêmement marqué par une intervention de Florent Ménégo de Michelin au Sénat français qui disait, bon, pour une grande entreprise internationale, donc parmi les privilégiés qui sont capables de répondre à la réglementation, d'avoir des équipes, etc., on se retrouve devant 27 instanciations différentes parce que chaque État il va de son petit ajout, etc. C'est jamais en retrait, hein, c'est toujours un petit ajout, une petite perfection. Et la France est jamais en retard là-dessus. Hein. Donc ça c'est une chose. Et quant aux petites entreprises, ça a été le gros sujet de la CSRD, de la CS3D, etc. Mais elles ne peuvent pas. Donc qu'on soit petit ou qu'on soit gros, on y trouve finalement des problématiques, des difficultés, des lourdeurs. Et pourtant, dans le fond, je pense que c'est extrêmement cohérent. Si on veut avoir un espace européen avec quand même 400 millions de consommateurs homogènes, et il faudrait d'ailleurs que les réglementations soient homogènes, c'est ça. Et à ce moment-là, on aurait quelque chose d'extrêmement vertueux et protecteur. Quelles autres faiblesses doivent être surmontées? Ah, sinon, je demande à la salle. Hein. Non. Cédric. Alors, avant d'en donner une autre, je vais peut-être revenir sur ce qui a été dit justement sur la réglementation, parce qu'il faut quand même rentrer un petit peu dans la technique et faire la différence entre la directive européenne et le règlement. Donc, voilà, pourquoi la directive, c'est ce qui donne le patchwork de 27 législations différentes, parce qu'elle est adaptée par chaque État membre. Et là, je rejoins ce qu'a dit Yann, on a le record en France. Hein. Donc, c'est une directive sur un produit agricole qui fait 3 pages, la transposition française en fait 700. Donc, et Hervé Morin avait offert aux représentants de la Commission la transposition française pour Archives. Le règlement, c'est complètement différent parce que ça, c'est une loi européenne qui s'implique telle qu'elle. Donc, si on veut plus d'Europe, alors ça ne plaît pas trop aux États membres, hein, mais si on veut plus d'Europe, il faut plus de règlements en fait. Et un exemple très concret, en ce moment, il y a des propositions sur de la réglementation pour accélérer l'octroi de permis pour certains types d'industries dans les ports notamment. Là, il y a tous les États membres qui voulaient ce texte-là, mais sous la forme d'une directive, parce qu'ils pensent perdre un peu de souveraineté, et pourtant on gagnerait un temps fou. Parce qu'aujourd'hui, le temps de mener à bien un projet logistique dans un port sur un nouvel entrepôt, on en a pour 10 ans. Enfin, c'est absolument pas normal qu'il faille 10 ans pour obtenir tous les permis, tous les process, alors même qu'il y a une proposition là de texte qui devrait diviser les délais par 2. Donc ça, c'est un petit point technique, mais qui est important. Souvent, il y a trop de régulation parce qu'on rajoute des couches sur le millefeuille. Alors c'est très bon, hein, on est très fort en pâtisserie en France, mais quand il y en a trop, ça devient quand même un petit peu indigeste. Merci beaucoup. Je voudrais donner la parole à la salle. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des réflexions à partager avec nous sur les forces, sur les faiblesses, sur comment la logistique peut devenir un moteur de la compétitivité européenne? Qui veut intervenir? Ils ont été bons, il va falloir être au niveau là. Première question, qui prend la première question? C'est jamais la plus facile. Ça y est, on a 2 personnes, une ici et mademoiselle, il y aura une personne devant après aussi. Juste après, il y aura ce monsieur là. Bonjour. Allô, allô. Oui, bonjour. En début de présentation sur les 3 forces européennes, vous avez parlé d'un modèle qui a été repris par la Chine. Est-ce qu'on peut augmenter le micro de monsieur, s'il vous plaît, parce que nous, on ne l'entend pas sur scène, avec le bruit ambiant? Oui, très bien. Vous avez parlé d'un modèle, monsieur Yann de Feraudy, qui aurait été repris par la Chine et qui aurait été un échec. Vous parlez d'un échec de notre côté ou de la Chine? C'est la CSRD
Oui. dont la Chine s'est largement inspirée dans un autre règlement, je ne sais plus quel est le nom exact, mais qui reprend l'analyse de double matérialité, qui copie un certain nombre de standards en disant nous on va les appliquer, et ils ne se posent pas tellement la question de savoir quel est le délai d'application, ni quelle est la taille d'eux, etc. On l'applique, d'accord. Et là où nous, à vouloir trop embrasser, c'est-à-dire à faire quelque chose de très sophistiqué, de très complet pour des entreprises de taille finalement relativement modeste, on est arrivé à un refus pur et simple. C'est-à-dire que même l'Allemagne, pour certains dispositifs, etc., on avait des soucis. Donc on a fait passer Omnibus, où on a eu tout un discours qui a consisté à dire oh là, on arrête tout ça, etc., etc. En fait, c'est pas vrai. On a gardé le principal, mais on a relevé le niveau d'application qui fait que ça concerne beaucoup moins d'entreprises. Et on n'a pas, j'ai pas encore mémoire du calendrier de diffusion complet, mais voilà. Donc c'est là où je dis ça a été un échec dans le change management, c'est-à-dire qu'on a voulu en faire trop, très vite. Là où il aurait peut-être fallu en faire comme c'est proposé aujourd'hui par Omnibus, et puis y aller graduellement vers le haut. Stéphanie Vargas. Ce qui rejoint justement non seulement la CSRD qui va s'appliquer à partir de 2028, qui est au grand groupe, et avec des clauses qui empêchent les petites entreprises d'être trop répercutées, mais finalement, quand ces petites entreprises vont vouloir chercher de l'investissement auprès des banques et justifier leur RSE, ils vont devoir quand même faire un certain nombre de reporting qui, pour la plupart, elles sont trop petites et pour le faire. C'est non seulement l'effet d'Omnibus est positif et l'industrie les reçoit très bien, mais ça brouille, pareil, la visibilité et la lisibilité à terme pour les investissements. C'était pareil le cas des RDE, donc les déforestations. Tous les investissements faits par Michelin ou autres pour répondre aux demandes d'aller chercher vraiment à envoyer des inspecteurs auprès des forêts en Indonésie pour s'assurer que l'exploitation des caoutchoucs était bien faite. Finalement, ce n'est pas demain, c'est plutôt dans 5 ans. Donc, est-ce que ces investissements ont valu la peine? Toutes ces questions, et ça revient vraiment à la compétitivité. Je pense que c'est le cœur de la discussion qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est comment tout cela impacte la compétitivité de notre secteur et qui rejoint en plus la millefeuille réglementaire. Parce que non seulement la France est super pour surtransposer, mais aussi pour appliquer en avance des règlements qui sont en train d'être discutés. C'est le cas des verdissements des flottes. On était les premiers. On est les premiers à avoir une taxe verdissement en Europe. Pareil avec la taxe petit colis. Ça va être en vigueur qu'à partir de novembre, selon les textes adoptés seulement la semaine dernière. Mais nous, on l'a déjà à partir de mars et on voit déjà les impacts. Donc, non seulement on est très fort en la surtransposition, mais dans l'anticipation. Merci beaucoup. Monsieur, vous aviez une question. Oui, merci. Je voulais savoir, en fait, avec la fin des franchises de douane au 1er juillet sur le e-commerce, est-ce qu'on s'attend à avoir plus d'acteurs chinois sur le marché européen? Et dans quelle mesure ces acteurs-là respectent les mêmes normes que les entreprises déjà en place? Qui veut répondre à ça? Cédric? Oui. Donc, il y a un élément de réponse, c'est qu'il faut distinguer déjà quels Chinois sont vraiment prêts à se mettre sur un modèle de logistique plus traditionnel avec de l'entreposage en France. Si vous regardez les plus grands, Alibaba, JD et tout un tas d'autres qu'on ne connaît pas mais qui inondent déjà le marché, il y a des stratégies d'entreprise. Pour certains, l'idée, c'est pas seulement d'être une plateforme et de confier la logistique à Colissimo, Géodis et juste faire des fretteurs entre Shanghai et Charles de Gaulle, mais d'avoir vraiment du stock et de commencer à les partager. Je pense que ça, c'est peut-être les plus sérieux et ceux avec lesquels on va pouvoir discuter en termes d'implantation parce que ça va créer de l'emploi local aussi. Parce que pour le reste, il y a très peu d'emplois ou c'est des emplois malheureusement pas bien payés dans des conditions très difficiles. Et JD aussi par je dirais, son activité capitalistique en rachetant une partie de Fnac, de Boulanger, de Seco Économie qui est à Saturne et MediaMarkt en Allemagne, est clairement en train de mettre un pied dans l'industrie de la logistique européenne. Maintenant, il faut savoir où on met la limite en fait, hein, parce qu'à partir du moment où ils auront tout pris, il se passera exactement le même modèle sur la logistique que sur l'automobile.
Donc certains sont en train de le développer et pour d'autres, ils vont rester sur simplement un modèle de fretteur parce que ça coûte moins cher, il n'y a rien besoin de faire. Donc pourquoi changer quelque chose qui gagne sans beaucoup investir à côté? Il y a cette question qu'on nous pose aussi, on a commencé à y répondre, mais comment la logistique peut devenir un moteur de la compétitivité européenne. Et je vais vous demander à chacune et à chacun, voilà, pour que ça puisse se faire, quel quick win vous mettriez en place. Mais là, 2027, on est sur du quick et sur du win aussi, pour que la logistique devienne un moteur encore plus de la compétitivité européenne. Allez, Isabelle Maître, c'est parti. Merci. En fait, je vais en profiter pour parler d'un sujet social. Le lien est peut-être pas évident, mais quand même. Tout à l'heure, j'ai évoqué 80% des livraisons qui se font en Europe par la route. Donc pour vraiment livrer tout le monde, toutes les industries, etc. Or, nous avons un problème grandissant de manque de conducteurs. On ne le voit peut-être pas de manière évidente aujourd'hui, mais c'est aussi le rôle des fédérations pour nos adhérents, pour les transporteurs, de voir plus loin et de se préparer à ce manque de conducteurs. On a une population européenne qui est déclinante, donc il faut absolument être en capacité d'offrir des solutions. Un conducteur sur 3 a plus de 50 ans actuellement. Donc ça veut dire qu'il va, dans 5 ans, un sur 3 aura disparu. Et il y a 5% de conducteurs qui ont moins de 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on est en train de travailler beaucoup avec l'IRU, donc l'Organisme international du transport routier, sur comment embaucher des jeunes, comment embaucher des femmes aussi. Et il faut également oser penser aux pays tiers et s'y préparer maintenant. Pouvoir trouver des ponts entre des formations dans d'autres pays et chez nous, puisqu'on va toujours exiger d'avoir, bien sûr, sûreté sécurité, et c'est très important. Voilà, c'est juste pour signaler ce point important. Intéressant, parce qu'en Suisse, les transports publics ont fait une campagne de publicité l'année dernière qui visait exclusivement les femmes, et évidemment les jeunes aussi, et puis les personnes à la retraite. Tellement le problème est important d'aller chercher des personnes à la retraite pour les sortir de la retraite et peut-être gagner encore un peu d'argent, mais sur des mi-temps, pas sur des pleins temps. Oui. Et donc on peut vraiment y travailler dès maintenant, c'est un sujet clé pour nous. Donc ça, ce sera un quick win, ok, la réponse est bonne. Alors, comment on fait que la logistique peut devenir un moteur de la compétitivité européenne? Cédric Virsiglio, Yann de Ferrodi après. Je pense qu'il y a un sujet aussi, c'est l'acculturation en fait, des citoyens à la logistique. Parce qu'en fait, c'est tellement facile aujourd'hui de passer une commande, de l'avoir le lendemain, que personne ne se pose la question de tout ce qui est magique derrière et qui fait que ça se passe en fait. Je crois qu'il faut 23 personnes pour transporter un même colis, c'est ça? Oui, en moyenne, c'est à peu près ça. Mais, donc, et ça montre que en fait, ça marche tellement bien que les gens ne s'en rendent pas compte. Et du coup, il y a de l'opposition quand on veut construire des entrepôts à étages ou des entrepôts tout court, parce que ça fait plus de flux, ça crée peut-être un peu plus de trafic. Mais ça, les gens ne s'en rendent pas compte. Et donc, c'est un vrai sujet de voir comment demain, on montre aux nouvelles générations comment faire pour rendre la logistique plus visible, attirer de nouveaux talents. Je vais m'arrêter là parce que j'ai un petit souci technique et je reprendrai tout de suite. Oui, alors moi j'avais il y a eu un Small Business Act en Europe et moi je rêve d'un Supply Chain Act qui vérifierait en fait que quand on prend des décisions qui touchent au transport, à la logistique, au mouvement de marchandises et au mouvement à l'intérieur de l'Europe, en fait, on va bien dans le sens de la compétitivité. Et donc vraiment un Supply Chain Act qui prendrait aussi, justement, acte aussi du fait que aux États-Unis, puisqu'on a choisi ce titre, il y a un Supply Chain Council. Donc il y a une entité qui s'intéresse à la compétitivité de la supply chain pour les États-Unis. Merci. Peut-être un quick win. Stéphanie, vous prenez la parole aussi quand vous voulez, Cédric, si vous avez besoin de compléter la réponse. Ça va aller? C'est rétabli. Okay. Peut-être je passe la parole juste après. J'ai rejoint ces rêves des sensibiliser les consommateurs, mais c'est vraiment à long terme. Je pense qu'à court terme, la demande de transporteurs routiers aujourd'hui, et je parle de routiers parce que le marché intérieur n'est pas du tout unifié, même si on ne le sent pas en tant que voyageurs, mais vraiment les transporteurs routiers les sont tous les jours, notamment les transporteurs routiers entre la France et la Belgique, qui aujourd'hui ne peuvent pas passer à 44 tonnes, une frontière invisible.
mais parce que la fragmentation réglementaire les empêche de faire. Aujourd'hui, il n'y a pas les Supply Chain Act, dont on rêve aussi, mais il y a déjà une discussion en cours sur les poids et dimensions qui est au cours de ces textes, c'est 44 tonnes. Et donc, à court terme, 2027, notre demande, et on la partage avec les autres fédérations françaises de transport routier, que les 44 tonnes transfrontalières puissent se faire dans tous les pays qui l'acceptent déjà. Ça serait simple, c'est facile de mettre en place, et ça vraiment débloquerait ces marchés uniques qu'on imagine unifiés, mais c'est vraiment fragmenté. Merci beaucoup. Paolo Rangoni, alors quel quick win on pourrait mettre en place en 2027 pour que la logistique devienne encore plus un moteur de la compétitivité européenne? Alors, je partage les points de la connaissance, soit des impacts, soit des coûts de la logistique. Le fait qu'Amazon et autres ils sont habitués qu'on ne paye pas les livraisons, on ne paye pas les services, c'est vraiment pas le bon modèle. Si on fait payer soit les clients finaux, soit à l'intérieur du business, le service qu'on va recevoir, on va prendre des décisions différentes. Je vous fais un exemple. Sur l'eau minérale en Italie, on a plusieurs des producteurs qui en trouvent partout. On trouve de la production du Piémont qui arrive jusqu'à la Sicile. Il n'y a aucune raison de ça. La seule raison, c'est que les prix sont les mêmes partout. Donc, si on livre à 50 km ou à 1000 km, les prix pour l'acheteur sont les mêmes. Ça ne guide pas des sélections, des idées d'optimiser la logistique parce qu'on ne la paye pas. C'est mixé dans la marge, dans les coûts du produit. Ça n'aide pas la prise de décision d'optimisation. Donc, avoir la visibilité, la connaissance de quels sont les coûts, les impacts effectifs dans des coûts spécifiques qui sont à l'intérieur du produit, ça va aider tout de suite à prendre des décisions différentes et faire voyager moins des produits où on n'a pas la nécessité. Merci beaucoup. Et le mot de la fin sera pour Cédric Versiglio. Oui, donc et pour finir mon propos, l'idée était de travailler aussi sur finalement les nouvelles technologies, parce que la logistique a aussi cette image d'être un métier un petit peu vieillissant qui a toujours existé, mais on parlait du manque de chauffeurs routiers, c'est vrai pour les barges. Développer demain du télépilotage de barges sur la Seine, par exemple, technologiquement, c'est possible et ça attirerait aussi d'autres profils qui permettraient de combler aussi aujourd'hui ce manque. Les jumeaux numériques, on en a parlé aussi, tout ce qui va être IoT pour faciliter tout ça. Et c'est vraiment ce passage dans la révolution technologique de la logistique classique qui va permettre d'être encore plus efficace. Et là, on a pareil, des champions en Europe qui doivent nous permettre de rester compétitifs par rapport au reste du monde. Et ça, on se dit rendez-vous dans combien de temps pour ça? Dans 10 ans ou dans... Ah, ça commence, hein, les jumeaux numériques des ports, des fleuves, c'est déjà en place. Sur la partie automatisation, pour différentes raisons en France, ça prend peut-être un peu plus de temps et il y a beaucoup de discussions à mener. Mais vous allez en Chine aujourd'hui, vous allez ou certains terminaux de Rotterdam, ça fonctionne déjà tout seul. Hein. Ok. Jamais croire une journaliste quand elle dit que c'est la dernière question. Isabelle Maître, on est où dans 10 ans avec l'Europe? Effectivement, je pourrais rebondir sur les évolutions des véhicules autonomes. Ouais. Ça peut résoudre le problème de manque de conducteurs aussi, hein, entre parenthèses. Voilà. Mais effectivement, toutes les nouvelles technologies peuvent attirer les jeunes et c'est ce qu'on veut aussi maintenant. On fait beaucoup d'efforts pour ça. Donc oui, en confiance et oui, beaucoup de foi en l'avenir, de toute façon. Et le transport, on en aura toujours besoin. Les statistiques européennes, pas statistiques, les prévisions européennes voient un doublement de la demande du transport d'ici 2050. Donc, il faut être prêt aussi. Et pourquoi pas, tout ce qui est nouveau nous intéresse. Stéphanie Vargas, on est où dans 10 ans avec l'Europe? On est dans une Europe qui renforce la compétitivité d'un secteur qui est vital, qui alimente les consommateurs, mais qui alimente l'industrie. Et seulement en faisant ces liens-là, on fait une Europe qui est beaucoup plus compétitive dans le monde. Merci beaucoup. Yann de Ferraudy, on est où dans 10 ans? Moi, j'espère qu'on ait une part très significative de nos transports routiers qui soient électrifiés. On a co-sponsorisé avec le fonds Supply Chain for Good une étude sur l'électrification des transports de marchandises. On a 3 catégories. On a le transport long et lourd. On a le moyen, donc les porteurs, et on a les vulles. On voit que le candidat qui devrait être
à la rentabilité équivalente au thermique, voire inférieure, c'est entre 2025 et 2030. C'est un peu plus tard pour les autres, pour différents cas d'usage. Mais moi, ce que j'espère, c'est donc que d'ici 10 ans, on ait ces 3 catégories qui soient assez largement électrifiées, ce qui suppose infrastructure, production, etc., etc. Et je termine avec Paolo Rangoni. On est où dans 10 ans, Paolo? On est dans une consommation électrique beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui parce qu'on va passer sur les consommations à la maison qui est pour les livraisons en électrique. Mais là, il faut se poser la question aujourd'hui, comment on va produire 2 ou 3 fois l'électricité qu'on va produire aujourd'hui. On ne peut pas utiliser seulement les renouvelables. Donc la question sur les nucléaires, surtout dans des pays comme l'Italie, comme l'Allemagne qui sont sortis du marché, c'est quelque chose qu'il faut poser tout de suite. Parce qu'on n'est pas possible d'électrifier les camions et les voitures avec une demande d'électricité qui va être 2 ou 3 fois celle d'aujourd'hui, sans seulement la puissance du réseau, mais sans une production qui ne doit pas être sur les fossiles. Sinon, on va seulement déplacer les problèmes. Merci beaucoup. Je voudrais qu'on les applaudisse tous les 5. Merci infiniment pour votre expertise et très bon salon à vous. Merci. Listen.